Rebonjour pour cet après-midi. Nous continuons notre réflexion sur la pensée de la théologienne et éthicienne France Quéré. Nous sommes très heureux de vous retrouver et j'ai deux petites indications pratiques à donner avant que nous entamions nos travaux. La première est que la librairie, le stand de librairie qui est là-bas, sera encore ouvert à la pause et fermera juste après la pause. Donc si vous avez des emplettes à faire, eh bien prévoyez-le à la pause parce que vous ne pourrez plus le faire ce soir. Et puis la deuxième information concerne la retransmission sur YouTube. On a plusieurs fois entendu la question de savoir si l'enregistrement qui est en train d'avoir lieu pour le direct sera disponible ensuite en différé sur YouTube. Alors la réponse est oui, mais il nécessitera tout de même un peu de montage. Donc on dit au début de la semaine prochaine, il sera audible directement sur YouTube ou à partir du site de Regard Protestant. Voilà, chers amis, nous reprenons nos réflexions, notre petit tour d'horizon de la pensée de France Quéré en abordant la question de sa compréhension de la femme et du féminisme qu'elle a pu ou non défendre. Toute la question est cela. En tout cas, on sait qu'elle s'est beaucoup intéressée, très tôt et toute sa vie d'écrivaine, à la parole des pères de l'Église sur les femmes, à ce qu'en disent les évangiles. Elle a publié un livre qui s'appelle « Les femmes de l'Évangile » qui a été très remarqué, à défendre des positions sur les femmes dans le débat féministe de son temps, donc des années 70. Elle a longuement écrit et beaucoup écrit, et de façon réitérée jusqu'à la fin de sa vie, sur les rapports hommes-femmes, le couple, la famille. Et elle a été critiquée pour une présentation très classique de la femme. C'est ce que nous vous proposons de discuter cet après-midi, en tout cas en ce début d'après-midi. Quelle est la teneur de sa proposition et qu'en penser aujourd'hui? Alors je remercie infiniment nos trois invités qui ont accepté de se risquer à notre exercice de discussion. D'abord Céline Romer, qui est pasteur de l'Église protestante unie de France, qui a fait un doctorat en théologie et en études grecques et latines, et qui est actuellement professeur de Nouveau Testament à l'Institut protestant de théologie de Montpellier. Et en juillet prochain, vous rejoindrez la paroisse, en tant que pasteur, la paroisse de Pantemont-Luxembourg à Paris. Alors, est-ce que je peux, en une phrase peut-être, vous inviter à me dire quelle est votre position en tant que femme ou féministe dans cette table ronde? Oui, alors j'étais très étonnée. Alors, d'abord, la première chose, merci pour cette invitation. Je dois d'abord avouer ma grande incompétence. C'est la première chose que je vous ai dite quand vous m'avez contactée. Je dis, mais moi, je suis totalement incompétente en études féministes et je n'avais jamais compris que j'étais catégorisée comme féministe. Mais en y réfléchissant, je me suis dit pourquoi pas, ça me plaît assez. Je dirais qu'en fait, on se découvre féministe quand on vous fait comprendre que vous êtes une femme, alors qu'en fait, vous ne l'aviez pas réalisé tant que ça. Voilà. Donc, je me situe comme je dirais, attentive, vigilante sur cette question-là, et particulièrement en exégèse biblique. Et c'est là-dessus que je pense nous reviendrons pour parler du travail de France Quéré. Ah, très bien, merci. Alors Claire Desménard, vous êtes pasteur, vous avez eu divers engagements avant de faire vos études de théologie et vous avez été pasteur à Nîmes d'abord et maintenant vous êtes pasteur à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et vous vous intéressez au débat féministe, vous allez nous dire de quel point de vue, parce que vous êtes membre du groupe Orsay. C'est un groupe issu du mouvement Jeunes Femmes qui rassemble des femmes protestantes qui se réunissent pour réfléchir sur ces questions du féminisme. Et ce groupe a produit un article à la suite d'une série de réunions qui ont été organisées pour l'occasion de cette année France Quéré et a produit un article dans la revue Foi et Vie de réactions assez vives sur les différents textes que vous avez pu relire ensemble en groupe. Alors, quel est vous aussi votre point de vue
de féministes alors dans cette table ronde. Alors, bonjour à tous et puis merci pour cette invitation. Je ne suis pas une spécialiste non plus, je ne suis pas une universitaire, mais moi, ce qui m'amène ici finalement, c'est une découverte biblique, alors que voilà, je lisais la Bible tranquillement chez moi, et puis je suis tombée sur ces mots tout à coup: écoute ma fille, vois et prête l'oreille. Le roi porte ses désirs sur ta beauté, etc., etc. Alors c'est un texte dont on pourrait faire l'exégèse et on n'aurait pas forcément un résultat très féministe. Il n'empêche que moi, à ce moment-là, ça m'a parlé. J'ai senti qu'il y avait une parole qui me rejoignait personnellement, justement parce que ça s'adressait à moi en tant que fille. Fille de Dieu. Et c'est vrai que ça change un peu d'entendre ça par rapport à mon fils des Proverbes, même si on peut supposer que c'est au sens épicène, ou par rapport à cette grande question du fils de Dieu. Et donc c'est vrai qu'à partir de là, voilà, je me suis intéressée en effet au groupe Orsay, aux lectures féministes de la Bible, et c'est pour ça que aussi j'ai décidé d'entamer des études de théologie et de devenir pasteur, et donc d'être ici avec vous. Donc merci pour cette invitation. Merci pour ce témoignage. Et alors, Elisabeth Parmentier, vous êtes pasteur de l'église protestante de la Confession d'Augsbourg et d'Alsace-Lorraine. Et depuis déjà beaucoup d'années, vous avez été d'abord professeur à l'Université de Strasbourg et maintenant vous êtes professeur de théologie pratique à l'Université de Genève. Vous avez fait votre thèse de doctorat sur les filles prodigues, élément pour un dialogue entre les théologies féministes et la théologie classique. Et vous avez publié plusieurs livres portant sur les femmes et la Bible, et dont en particulier un livre très connu, Une Bible des femmes, qui est un livre collectif qui rassemble beaucoup de contributions autour de cette question de la femme, de la lecture féminine de la Bible, c'est ça? En tout cas, voilà, je vous laisse peut-être me dire comment vous arrivez à cette table ronde en tant que théologienne féministe. Alors justement, ça va être étonnant, mais je ne me définis pas moi-même comme théologienne féministe. J'ai plutôt travaillé sur les théologiennes féministes et les théologies féministes, et j'aurais beaucoup de mal à me situer aujourd'hui, sinon par le fait d'être féministe, on va dire, d'une génération des années 80, et donc en ce sens déjà has-been par rapport à beaucoup de choses qui existent aujourd'hui, mais intéressée par les diagnostics. Moi, c'est ça qui m'intéresse, de faire la théologie à partir de diagnostics critiques et de voir comment on reconstruit après la théologie. Mais évidemment, je suis intéressée par la question de l'égalité des femmes et de la réalité de la vie des femmes dans leur liberté de femmes, bien sûr. Mais peut-être dans un autre sens que ce qu'on met aujourd'hui sous féministe. Voilà. Oui, on touche là déjà une question qu'on va vite aborder. C'est la question de quelle est la différence entre un féminisme d'aujourd'hui et un féminisme d'hier. Et effectivement, France Quéré a, alors je l'ai dit tout à l'heure en introduction, s'est intéressé beaucoup à la femme, d'abord chez les pères de l'Église, et lorsqu'elle a publié des livres qui étaient sa propre réflexion, très vite, elle a écrit un livre qui a beaucoup marqué lorsqu'il est sorti, qui s'appelle « La femme à venir », en 1976. Donc un livre dans lequel elle propose déjà une lecture de sa critique féministe et féminine. Et peut-être, Elisabeth, peut-être pouvez-vous simplement nous dire aujourd'hui quelle était sa position dans ce livre, qu'est-ce qu'elle apporte par rapport au féminisme de son temps. Tout à fait, merci beaucoup. Donc voilà l'ouvrage, et j'ai regardé parce qu'à l'époque je mettais toujours la date où je lisais le livre. Donc c'est en 1990 que j'ai découvert France Quéré avec grand bonheur, et je l'ai découverte d'abord à travers les lectures des pères de l'Église. Puis ensuite j'avais acheté, c'était pas tout à fait le début de mes études de théologie, 1990, et l'ouvrage était déjà de 1976. Et ce qui m'importe de dire aujourd'hui comme introduction, c'est qu'à l'époque, étant très novice en théologie, n'ayant pas vraiment commencé, je n'avais que mon engagement personnel, je trouvais le féminisme qu'elle décrivait
où j'étais plutôt tellement séduite par son style et par tout ce qu'elle écrivait de beau et d'intéressant, mais je ne sentais pas la teneur féministe dans le propos. D'ailleurs, elle ne voulait pas être qualifiée de féministe. Donc, je me suis dit, bon, voilà, dans ma tête, j'ai rangé ce féminisme dans une catégorie, on va plutôt dire, de théologie au féminin, pour les femmes, mais dans une catégorie un peu soft. Et maintenant, en relisant et en repréparant, il m'est arrivé exactement la même chose qu'à Anne-Cathy Grabert, qui l'a dit ce matin. J'ai découvert quelque chose de beaucoup plus intéressant en le relisant et en le travaillant vraiment, dont je vous ferai part plus tard. Et j'étais surprise moi-même à quel point c'est une auteure et une personnalité pour qui il faut prendre son temps de vraiment regarder de près et dans le détail des textes. Même les femmes de l'Évangile, en relisant, je découvre des choses bien plus intéressantes que ce qu'on a pu penser à l'époque. Alors, je vais faire bref pour introduire l'ouvrage, qui se présente donc en 4 chapitres et qui déjà est mystérieux par le titre, qu'on pourrait prendre pour un titre un peu essentialiste au sens « la femme », avec sa nature, et la femme à venir. Donc je vais laisser ça juste pour tout de suite et dire peut-être comment elle commence. Elle dit, s'il ne fallait écrire qu'une seule phrase, voilà la phrase que j'écrirais, homme et femme, il le créa. En fait, il les créa. Donc Adam, homme et femme, a été créé homme et femme. Et ensuite, elle ajoute, osons être non seulement semblables, mais aussi étrangères. C'est-à-dire, ces hommes et femmes, dans quelles relations sont-ils créés? Et ce qu'elle donne tout de suite au début de l'ouvrage, c'est comment les femmes sont à la fois semblables, mais en même temps étrangères. Et le terme d'étrangère, elle aime beaucoup, parce que c'est un terme qui revient dans beaucoup de ses écrits. Et donc, elle part de cette peur des femmes d'être les autres, d'être celles qu'on n'arrive pas à saisir, alors qu'elle dit, au contraire, il faut être les autres, osons être différentes, et n'essayons pas de nous adapter. Et c'est là que c'est intéressant, puisqu'elle encourage les femmes d'affirmer leur nature singulière. Même la femme doit affirmer, page 8, sa nature singulière de femme. Et là, je réserve encore un peu la surprise pour tout à l'heure, parce que ce qu'on pourrait prendre ici à première lecture comme un propos un peu essentialiste, voilà, il y a la nature des femmes, il y a la nature des hommes, et les deux sont différents, ça explique pourquoi il faut deux manières différentes de les aborder. C'est à mon avis beaucoup plus subtil d'après ce que j'ai pu lire, et je garde encore un petit peu la surprise de ça, ou du moins ma surprise à moi, que j'ai découverte. Et j'ose une petite hypothèse sur le titre, parce qu'en revoyant ce titre, je me suis dit, c'est peut-être presque un titre qui est un peu mystérieux, c'est peut-être un titre presque ironique, ou presque moqueur. La femme à venir pourrait être compris dans un premier sens. La femme est l'avenir de l'homme, vous connaissez le refrain, et je ne suis pas du tout sûre qu'elle l'entende comme ça au premier degré. Et peut-être elle pourrait aussi, moi je le comprends maintenant comme une question, est-ce que c'est ça l'avenir de la femme ? Qu'elle soit, voilà, qu'est-ce que ce serait l'avenir de la femme? Est-ce que c'est le féminisme? Puisque c'est un ouvrage qui critique, au fond, le féminisme des années 70, le féminisme du MLF en particulier, pour donner une idée de ce que c'était de son temps, que je n'ai pas connu moi-même, mais j'ai connu la génération de ma mère qui elle aussi critiquait le MLF, donc je vois tout à fait dans quelle atmosphère elle a pensé. Alors, très brièvement, il y a 2 chapitres où elle reprend des découvertes qui ont été beaucoup explorées depuis, mais où elle était assez pionnière, à savoir le premier chapitre qui porte sur l'égalité et la différence, où précisément elle montre comment chez les pères de l'Église, on découvre à la fois la pleine égalité des hommes et des femmes, mais en même temps une différence, et c'est là qu'est le problème, c'est que cette différence donne lieu à une hiérarchie, à partir de la nature des femmes ou du rôle des femmes
on établit non seulement des différentes fonctions, mais également une hiérarchie. Alors on connaît tout ça, donc ce n'est pas la peine que j'entre dans les détails. On peut y revenir dans la discussion si on le souhaite, mais le deuxième chapitre est Alors, dans le premier chapitre, vous avez toutes les questions, la faiblesse du corps des femmes par rapport à la force de l'homme, l'infériorité qui est donc nécessaire, non pas parce qu'elles seraient inférieures de nature, mais parce qu'elles doivent être protégées. Enfin, tous ces arguments qu'on a pu avoir, sans parler même de la question de la nécessaire soumission à cause du péché, qu'on trouve aussi chez les pères de l'Église, Ève coupable du premier péché, rachetée par Marie. Bon, ce sont toutes ces questions qui sont abordées dans le premier chapitre. Alors le deuxième, c'était la question, est-ce qu'avec l'égalité et la similitude, nous arriverions à un meilleur féminisme, à une meilleure égalité des hommes et des femmes? Et c'est ici qu'elle donne son accent personnel, c'est-à-dire, comme d'un côté, on a imposé aux femmes une soumission dans une hiérarchie, malgré l'égalité, à présent arrive une autre soumission que précisément les féministes radicales veulent imposer aux femmes, c'est-à-dire ne plus imiter les hommes, imiter plutôt les hommes, refuser la fécondité, ne pas entrer dans la famille et dans les contraintes familiales, ou alors mettre les enfants dans des institutions. Et puis, la question difficile du mariage. Donc tout cela, elle le critique en fait. Elle critique donc un féminisme qui ne permettrait pas aux femmes de faire ce qu'elles auraient peut-être envie de faire aussi, éventuellement, d'être mère, surtout rester à la maison, s'occuper des tâches domestiques. Ça, elle le développe très longuement dans ces chapitres, où elle ne voit pas un meilleur choix pour les femmes que dans la première catégorie. Alors ça, c'est très intéressant, puisque c'est une critique assez virulente, même si elle le fait de manière très, très intelligente, en comparant, au fond, une certaine forme d'austérité et de rapport à son corps, qui est aussi un rapport forcé. Si on ne peut pas développer les joies de la maternité, bon, là, elle critique Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir qui dit la femme doit se définir uniquement comme être de culture et donc se développer exactement comme les hommes. Et ça, c'est intéressant que France ne le souhaite pas. En tout cas, elle ne souhaite pas ça pour les femmes, sauf si c'est leur choix. Parce que la pointe du propos, et là on arrive au chapitre sur le féminisme, la pointe du propos, c'est qu'elle suive sa nature de femme, chaque femme suive sa nature de femme, que je définirai plus tard pour ne pas monopoliser maintenant la discussion. Et ce choix doit être leur choix. Et donc elle définit en fait la liberté. La liberté et le fait de pouvoir choisir ce qui est pour elle la vie. Et c'est avec cela qu'on arrive à cette question, qu'est-ce qu'un féminisme total? Puisqu'elle a à la fois ici un chapitre pour un féminisme total, qui est aussi un article dans une revue qui est très, très proche, où elle écrit ceci, définition, la femme est attirée par la vie. Et donc, c'est sa définition de « nous sommes faites pour tout, et dans ce tout, à nous de prendre ce qui nous convient ». Donc, en fait, elle plaide pour une liberté. Et on a entendu ce matin à plusieurs reprises qu'elle s'érige contre les systèmes de pensée, les dogmes, les doctrines. Et en fait, c'est une manière aussi de s'ériger contre un système où on veut dire aux femmes « il faudrait faire ceci ou cela, une voie ou l'autre ». Et elle plaide pour faire tout à fait autre chose et d'interroger plus au contraire le rôle des hommes et la réalité des hommes, et pas seulement que les femmes doivent de leur côté s'interroger. Je donne encore une citation, après je m'arrêterai pour ce premier parcours. Elle écrit « Réhabilitons la femme elle-même, ses gestes et ses désirs ». Donc ce n'est pas un appel à faire ce qu'on veut, mais c'est un appel à
à pouvoir véritablement être fière de ce qu'elle peut vivre, et chaque femme, et de pouvoir le développer au mieux. Et comme elle dit, comme elle écrit, par exemple, une femme chez elle fait tous les métiers. Donc c'est aussi de revaloriser les tâches des femmes, puisque l'enjeu, c'est que les tâches domestiques étaient dévalorisées à son époque, comme par la suite également, et que son souhait était précisément de revaloriser les tâches que les femmes remplissent. Et je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant, puisque plutôt que de révolutionner un ensemble de choses, elle commence par des choses très précises qui sont à revoir. Alors évidemment, elle n'oublie pas les situations de femmes dans la réalité, sachant qu'elle se sait privilégiée de pouvoir profiter de sa vie, de ses études, de ses dons, et de pouvoir les partager. Pour autant, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle a vraiment une pensée, et elle évoque très bien toutes les situations de femmes qui souffrent. Donc dans l'ouvrage, elle les évoque par le travail, par l'écrasement du travail, ou par le fait de ne pas pouvoir garder leurs enfants elles-mêmes, par le fait de ne pas avoir les moyens. Donc il y a un véritable respect et un souci des situations des femmes, tout en poussant un féminisme plus important que celui qu'elle voyait, elle, de son point de vue à son époque. Oui, et il y a quelque chose d'un peu paradoxal. Elle va parler de profession familiale. Oui. Donc une façon de revaloriser aussi la vie dans la famille, pour dire, ben voilà, on peut mettre sur un pied d'égalité aussi les types de vocations. Tout à fait. Et elle va reconnaître, et ça c'est dans sa critique féministe aussi intéressant, elle va reconnaître qu'il y a des femmes qui peuvent très bien choisir, parce que c'est leur vocation, de ne pas se marier ou de ne pas avoir d'enfants, ou de mener vraiment une vocation extérieure. Donc là, on ne peut pas vraiment dire que c'est une critique de toute la position de Simone de Beauvoir, mais peut-être le fait qu'elle s'appliquerait à tous, et qu'il faut que chacun puisse trouver sa place. Plus exactement, elle dit de Simone de Beauvoir qu'elle est restée trop timide et qu'elle ne demande qu'aux femmes de trouver leur chemin, alors qu'elle ne remet pas en question le chemin des hommes. Alors on est quand même très loin de la critique qui lui a été adressée, de dire qu'elle avait été trop classique et finalement qu'elle avait justifié un système finalement patriarcal par des arguments qui, soi-disant, ne l'étaient pas. Et là, vous positionnez en disant que non, on aurait mal lu. Oui, justement, on a pu dire aussi qu'elle disait aux femmes de prendre de choisir les deux, c'est-à-dire à la fois l'égalité et la différence, et puis en même temps la similitude, c'est-à-dire des vies qu'elle voulait qu'on choisisse les deux. Mais en fait, elle prend un troisième chemin. Elle prend une troisième voie où elle décale le problème en disant ben non, faisons ce qui est de dans nos capacités et ce que nous souhaitons. Moi, ça m'a beaucoup rappelé la bonne part en Marthe et Marie, c'est-à-dire c'est pas Marthe ou Marie, ni même les deux, mais c'est qu'est-ce que c'est la bonne part pour moi et qu'est-ce que je peux assumer. Je pense qu'il y a là-dedans, dans ce qu'elle écrit, la part que chacune peut assumer, qui est la part du choix et la part de liberté. Qu'est-ce qu'on peut assumer? Oui, Céline? En réaction, simplement directement, ce que tu dis là, Elisabeth, me fait penser aussi que elle l'a incarné. Moi, je dirais d'abord ça. Elle l'a vraiment incarné. Moi, je me suis inscrite en première année de théologie l'année de sa mort. Alors, c'est sans lien direct, mais quand même. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire protestant francophone, France Quéré, c'est la femme théologienne qui a pris la parole et qui, le titre que vous aviez choisi pour aujourd'hui, Une foi vive et une pensée libre, elle l'a complètement incarné. Et en faisant ne serait-ce que ça, moi, j'ai grandi en théologie en ayant tout à fait assimilé le fait qu'une femme pouvait être avec une foi vive et une pensée libre et que cette voie-là était possible. Donc, et je mesure simplement maintenant, a posteriori, combien elle a dû ouvrir cette voie. Donc c'est pas qu'un discours, je veux dire, mais j'ai bien compris que tu avais bien compris que c'était pas qu'un discours, mais elle l'a précisément incarné et je crois que ça on lui doit, en tout cas moi ma génération on lui doit, et je me souviens très bien que dans mes études de théologie
on nous faisait lire, j'ai amené aussi, moi aussi j'ai mes reliques, on nous faisait lire les femmes de l'Évangile en pensant nous faire lire le summum du maximum de ce qu'on pouvait imaginer en termes de féminisme. Alors aujourd'hui ça fait doucement rire parce qu'il y a ça foisonne tellement, mais ça c'est vraiment quelque chose qu'elle a obtenu. Alors peut-être n'en était-elle pas totalement consciente, mais nous on en a été pleinement au bénéfice. Très bien, mais... Ah, Claire, peut-être. Oui, si je peux ajouter que moi je crois que j'ai été nourrie aussi pour ma part de pasteurs qui avaient reçu cet enseignement théologique et qui avaient donc lu aussi France Quéré, qui avaient lu Les femmes de l'Évangile et qui finalement ont pu aussi témoigner auprès des paroissiens, parmi lesquels voilà, j'ai construit ma foi aussi, donc qui ont pu témoigner du fait que oui, ce sont des femmes qui ont été témoins de la résurrection et qu'il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans l'Évangile au sujet des rencontres entre Jésus et les femmes. Et donc je crois que voilà, ça a aussi permis de développer en fait cette pensée-là incarnée au cœur de l'Église. Oui, alors on reviendra sur cette interprétation des femmes de l'Évangile et la manière dont elle a pu irriguer sa pensée sur la femme. Mais restons déjà sur la femme à venir et sur la femme à venir dans la position de son temps. Il y avait tout de même une critique du pouvoir masculin. Il y avait tout de même dans cette lecture aussi une forme de présentation de nature féminine qui s'oppose. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même... donc elle critique en fait, quelle que soit la manière dont on pouvait interpréter autrefois la place de la femme, c'était un ordre établi pour les hommes et pour leur utilité. Hein. Et donc il y a aussi cette critique sociale. Hein. Dans ce féminisme. Comment, oui, est-ce qu'on peut garder aussi ce souvenir de ce caractère tout à fait novateur à son époque de ce féminisme, de cette position ? Alors moi je dirais il y a déjà un grand courage effectivement de dénoncer, et elle le fait dans des termes qui ne sont pas des termes tièdes. Il y a véritablement une dénonciation d'un certain nombre de pouvoirs qui sont accordés aux hommes et où les femmes sont perdantes. Ça, elle le dénonce, ne serait-ce aussi que dans les différentes couches de la société, mais également dans la famille, dans le couple, dans la hiérarchie du mariage. Donc il y a là aussi ce dont je n'ai pas parlé, tout un aspect par rapport à la vie familiale qui est très novateur, je trouve, qui était le service de réciprocité dont on a déjà parlé ce matin dans l'éthique. On a parlé du service et elle insiste sur la réciprocité. Et ça aussi, c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire qu'elle estime que le rôle, la réalité de la femme dans le couple, c'est aussi d'établir une réalité de vie dans la famille. Donc quelque chose de la vie, de la joie, de l'harmonie, qu'elle revendique tout à fait. Et je me dis, en ayant vécu ce qu'elle devait vivre, d'être toujours dans d'autres responsabilités, qu'elle aurait peut-être préféré être plus à l'abri finalement de par ses choix, mais elle a assumé ce service aussi à l'extérieur, en dénonçant un certain nombre d'inégalités. Mais elle le fait en prenant un argument qui est quand même contesté. J'aimerais bien vous entendre quand même là-dessus. Elle utilise un argument de nature en disant que les femmes ont une nature d'attirance pour la vie. Les hommes seraient d'une nature qui serait plus minérale, hein, d'origine minérale, et où les hommes seraient donc plus portés au combat et à la violence, tandis que les femmes seraient d'une nature douce et tendre. Est-ce que, alors je le dis de façon peut-être caricaturale, mais elle a quand même des formules assez fermes là-dessus. C'est vrai que ça, c'est une des choses qui a pu étonner notre petit groupe. Donc, avec le groupe Orsay, on s'est réunis en visio, en fait, pour partager donc, nos lectures d'articles, de quelques articles de France Quéré. Et c'est vrai que ça nous a frappé, cette essentialisation de la femme. Et on s'est senti parfois un peu en décalage. On a eu l'impression aussi que voilà, ce décalage n'était pas uniquement temporel et pas forcément uniquement une question de langage, puisque bien sûr, il y a du temps qui s'est écoulé, mais qu'il était aussi un décalage par rapport au féminisme de l'époque assez profond. Et donc c'est vrai que ça nous a fait nous poser la question si on pouvait parler d'un féminisme de France Quéré.
Voilà. Alors, sur cette nature, par exemple, c'est vrai que par ailleurs, on trouve aussi des éléments dans l'œuvre de Franz Kéré qui montrent que c'était peut-être pas là la pointe de son raisonnement, puisque je crois que pour rejoindre Elisabeth, c'est vrai que la liberté me paraît à moi aussi une valeur voilà, vécue aussi et incarnée, qui permet à un moment donné de mettre ces questions de côté. Il y a par exemple l'idée que voilà, dans la Bible, on ne se soucie pas de la nature des femmes que Jésus va rencontrer. Ce n'est pas cette dimension-là qui est importante. Ces personnes sont rencontrées justement en tant qu'elles sont des personnes et pas spécifiquement en tant qu'elles sont des femmes. Donc ça lui permet d'ailleurs de déconstruire certains commentaires sexistes de ces passages bibliques. Mais voilà, c'est vrai que c'est un aspect qui nous a interpellés, voilà, cette idée de nature féminine. Oui, alors du coup, voilà. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement comme ça que dans un premier temps, je l'ai lu aussi. Alors je voudrais quand même parler de ma petite découverte. J'ai relu vraiment de très près comment elle définit la nature des femmes. Alors maintenant, je vais le dire au pluriel. Elle dit sa nature singulière de femme. Et j'ai trouvé intéressant que précisément, on s'attend à une posture traditionnelle, mais elle la défend, elle la nuance. Alors, qu'est-ce que c'est avoir une nature propre de femme? Elle dit que celle-ci ne peut pas s'exprimer dans un naïf, je cite, un naïf catalogue de qualités ou de défauts, être femme ou homme, mais, je cite, elle consiste, cette nature de femme, en une manière d'être plus radicale, en des désirs essentiels qui ne touchent pas au caractère proprement dit, ni à la personnalité, et n'apparaissent pas toujours à la surface. Alors moi, j'ai trouvé très intéressant cette intensité de vie. Elle définit au fond les femmes par une sorte d'intensité de leur désir et cette radicalité de leur engagement. Et ça, j'ai trouvé très juste, parce qu'elle le dit aussi dans les femmes de l'Évangile, quand elle dit qu'elles sont des vraies interlocutrices de Jésus, parce qu'elles sont des itinérantes, et que comme lui, elles se définissent autrement que les hommes, pas par des systèmes ou des manières, du fait d'être là ou là, mais de se déplacer et de changer. Et je pense que c'est ça qu'elle veut dire. Et c'est votre découverte? Alors moi, ma découverte, c'est que ce n'est pas une définition classique de ce que j'imaginais de ce que serait la nature de la femme, c'est-à-dire faite pour être soumise ou pour être sage, écouter, passive, recevoir. C'est pas du tout ça. Je crois que c'est un malentendu de le voir uniquement limité comme ça. C'est au fond l'intensité et la radicalité, paradoxalement. C'est-à-dire qu'elle voit les femmes beaucoup moins classiquement qu'on les voit nous, quoi, comme ça, de prime abord. Enfin, j'avoue que je résiste quand même un tout petit peu, en fait fortement, non, mais pas à ce que tu dis, mais c'est d'interroger quand même cette formulation de la femme et de cette essentialisation-là, cette tendance, ou en tout cas peut-être ce flanc prêté à l'idée d'une féminité universelle qui, au passage, quand on parle de cela, est souvent une femme blanche, hétérosexuelle, occidentale. Enfin, c'est tout ça aussi que ça entraîne. Mais il me semble que là où c'est non pas corrigé, mais contrebalancé, c'est avec ce souci constant du regard porté sur l'individu, sur la personne, le souci de l'autre, dont on a abondamment et à juste titre parlé ce matin. Et là, en ce sens, c'est un garde-fou pour moi. Et donc, si le discours, disons pas le discours, mais la formulation de la femme ou de cette nature féminine qui me semble plus compliquée à défendre quand même aujourd'hui, pour moi, c'est sans danger quand c'est sous sa plume, parce que c'est constamment articulé, encore une fois, à la reconnaissance de l'autre et au regard. Et ça, elle le trouve aussi dans les évangiles, c'est-à-dire ce Jésus qui porte le regard sur la personne. Voilà, l'importance du regard porté sur la personne me semble être le garde-fou adapté. Je partage tout à fait ça, et je voudrais juste ajouter que je crois qu'il y a peut-être aussi un malentendu en effet sur la façon dont la façon que Franz Kéré avait de s'opposer peut-être au féminisme de son temps. Je crois que c'est aussi
justement parce qu'elle écoutait aussi les femmes de son temps. Elle était dans cette relation-là, dans la singularité des situations de chacune. Et je pense que ce qui l'intéressait dans cette écoute de l'autre, dans cette approche vraiment dans le cœur à cœur de la relation, c'était aussi cette question du bonheur. Et la liberté est importante pour elle, mais elle est toujours articulée à cette question finalement, voilà, est-ce que ça rend heureuse ces féminismes-là? Et donc je crois que c'est vraiment par attention et vraiment avec beaucoup de sollicitude envers les femmes de son époque aussi qu'elle se permet parfois des oppositions qui aujourd'hui peuvent être mal comprises en tout cas par les féminismes d'aujourd'hui. Oui. Oui, c'est vrai, elle a vraiment une formulation quelquefois très essentialiste dans certaines phrases, et à côté, elle va dire, mais oui, cette liberté de trouver sa vocation, ce qui n'est absolument pas, qui fait bien reposer sa vision de la femme sur toute autre chose que sur la question de la nature. C'est comme si elle utilisait l'argument, elle citait l'argument, mais elle ne se reposait pas dessus pour continuer son argumentation. C'est ce qui a été évoqué aussi ce matin par Gemma Durand, l'une de ses prescriptions contre laquelle elle s'érigeait aussi, cette idée que la nature serait maître en toutes circonstances. Donc oui, il y a peut-être une nature féminine, peut-être, en tout cas sa façon de la définir, mais elle n'est pas entièrement déterminante finalement. Mais par contre, est-ce que c'est pas sa façon de pouvoir vivre un paradoxe entre la liberté et cet appel à la soumission mutuelle? Parce que finalement, elle défend la vocation et la possibilité de la femme de suivre chacune sa vocation ou ses vocations, mais ensuite, dans la fin, elle ne va parler que de la possibilité que finalement non seulement de se laisser interpeller par l'autre, non seulement d'être une itinérante dans ce voyage, mais de se soumettre aussi, d'être dans une dimension de service et de renonciation à soi, dans une réciprocité dont la femme serait finalement le meilleur témoin. C'est un peu paradoxal finalement. Oui, c'est tout à fait paradoxal. Et d'ailleurs, elle a ce terme que le service de la femme serait prophétique. Alors, dans quel sens serait-il prophétique? Et même seule chance de salut de ce monde. Et donc, en cela, la femme à venir n'est plus un titre ironique si je suis cette phrase-là. Mais c'était dans le sens où, précisément, ce qu'elle voulait, me semble-t-il, dans ce livre, c'est que, comme elle le dit elle-même, je ne sais plus où j'ai noté ça, qu'il s'agit aussi de rendre à la vie et à l'amour le pas sur la conquête. Je pense qu'il y avait une allergie de caractère et de personnalité par rapport à tout ce qui était violent, agressif, combatif, et qu'elle ne voulait pas que les femmes deviennent à la manière des hommes, comme les hommes l'ont été jadis, des conquérantes, des êtres de bataille qui revendiquent. Elle voulait que ça se passe d'une autre façon. Et en cela, elle disait, le féminisme n'a peut-être pas assez pensé les femmes. Je ne sais plus où j'ai vu ça. Oui, à la page 104. Donc il y a aussi quelque chose de ce côté-là où elle voit bien une sorte de tâche des femmes de ramener les choses dans un service de l'amour. Oui, et là peut-être on peut voir comment elle va critiquer finalement. Qu'est-ce qu'elle critique du féminisme de Simone de Beauvoir, sinon le fait, enfin, c'est peut-être une lecture qu'il faut me contredire, mais sinon le fait que ce féminisme-là ne reconnaîtrait pas la valeur de la maternité, de la naissance et du soin de l'enfant. Est-ce qu'elle insiste pas particulièrement sur cette dimension de la naissance qui ferait de la femme finalement, qui mettrait la femme dans une situation très spécifique que l'homme ne pourrait pas partager, en tout cas à son époque, ce qui n'est peut-être plus vrai aujourd'hui. Alors effectivement, c'est le genre de question qui fait réagir les féminismes d'aujourd'hui, parce qu'elle rejoint beaucoup, apparemment, l'idée selon laquelle une femme pleinement accomplie serait finalement une épouse et une mère. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut difficilement lire ou entendre aujourd'hui en tant que féministe, et peut-être même en tant que femme, d'ailleurs, je ne sais pas. Alors effectivement, il faut garder cette liberté précieusement, cette reconnaissance des différentes vocations, mais malgré tout
ça reste un peu difficile à entendre, je crois. Mais j'aimerais bien revenir sur ce que vous évoquiez de ce service en réciprocité. En fait, ce qu'elle écrit à un moment donné dans cet article L'aventure chrétienne, hommes et femmes dans Foi et vie de 1983, c'est cette idée que voilà, tout autre est mon obligé, je la cite ici, hein, je lui dois plus qu'il ne me doit. Si j'essaie de définir un partage totalement symétrique, je crée les rapports d'un équilibre qui se maintient par l'égale poussée de forces contraires. Je puis à cette égalité donner un autre nom qui la définit tout aussi bien. Je puis l'appeler intimidation, car elle ressemble autant à une belle utopie qu'au réalisme de deux puissances se faisant échec. Et je crois que cette petite phrase, elle synthétise assez bien finalement cet appel de France Quéré à ne pas s'en tenir à un féminisme qui serait uniquement de l'ordre de ce rapport de force. Et je crois que c'est pour ça qu'elle appelait quelque part, peut-être à sa manière, ce ne sont pas ces mots-là, mais bien les miens, elle appelait à un autre féminisme peut-être que celui qu'elle pouvait constater autour d'elle et qui était de cet ordre du rapport de force. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas aller plus loin et est-ce qu'on ne peut pas dire que le féminisme, pour elle, ce n'est qu'un passage vers une éthique beaucoup plus large de la soumission mutuelle dans laquelle les hommes et les femmes seraient tous engagés dans une forme de féminin, de féminitude. Elle emploie le terme de féminitude à un moment, je trouve ça... Pour dire peut-être que ce n'est pas seulement une question de femmes, mais une question d'attitude dans l'altérité, que chacun aurait à partager dans une réciprocité asymétrique. Elle parle dans cet article de Foi et vie d'une légère asymétrie. En prenant l'exemple, c'est assez joli d'ailleurs, si je le retrouve facilement. Ce que je dis aussi, c'est qu'elle le rapproche du Christ, hein, en évoquant voilà, le principe universel selon lequel le plus fort doit user sa force à fortifier le faible, dût-il en mourir. Voilà, Ça, c'est le renoncement à elle, un renoncement à soi tel qu'elle pouvait le comprendre. Mais pas comme un renoncement à soi comme objectif, en fait, mais avec l'objectif plutôt de fortifier le faible. Donc c'est parce que finalement, elle avait certainement une idée de la force qui habitait les femmes, qu'elle pouvait assumer cette idée qu'il s'agissait pour les femmes aussi de venir soutenir nos malheureux compagnons masculins. Oui, parce qu'on pourrait, ici, on pourrait approfondir et dire comme c'est une mutualité, c'est-à-dire c'est pas toujours le même qui doit être le fort et soutenir l'autre, mais que dans le couple, et ça j'ai trouvé très intéressant, tour à tour, celui qui est fort soutient celui qui est faible. Et je trouve que ça c'est peut-être à reprendre tout à l'heure si on évoque la question d'aujourd'hui et des questions qui se posent aux générations d'aujourd'hui. C'est un enjeu très intéressant là que vous avez souligné. Oui, mais arrivons-y aujourd'hui. Comment France Quéré se situerait dans le féminisme d'aujourd'hui? Claire, peut-être éclairez-nous. Très bonne question. Je ne sais pas si je suis capable de vous éclairer sur ce point, et puis d'autant plus à notre époque clivée et clivante. En tout cas... voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce que j'essaie de vous dire, en tout cas, c'est que notre petit groupe Orsay a été parfois un peu déplacé, en effet, par certaines de ses lectures. Et puis, c'est vrai que nous avons réalisé qu'au fond, nous connaissions assez mal France Quéré. Moi aussi, j'ai apporté la relique. Donc, ça, c'est un petit ouvrage du groupe Orsay, donc, qui parle de cette exposition qui a été réalisée sur les femmes d'espérance, les femmes d'exception, à travers les siècles. Et donc, en ce qui concerne le XXe siècle, eh bien, on retrouve des femmes d'action ou de contemplation, comme Madeleine Barrault ou Antoinette Butte, mais alors pas France Quéré, alors pas pour l'instant. Il y aura peut-être une édition prochaine où nous devrions penser à l'inclure. En tout cas, voilà, nous avons réalisé que nous connaissions finalement assez mal l'œuvre de France Quéré. Et le travail de réception de ces écrits est évidemment à poursuivre, parce que je crois que nous sommes loin d'en avoir fait le tour, et, y compris donc, sur le plan du féminisme. Alors, ce qui me paraît quand même nécessaire d'évoquer au sujet du féminisme aujourd'hui, c'est quand même, on en a déjà un peu parlé, mais voilà brièvement, la réserve qui a été celle de notre petit groupe au sujet donc, de ce qu'on pourrait appeler le féminisme de France Quéré.
une expression donc, que j'emploierais avec des guillemets, pas tellement à cause d'une vision en surplomb sur les années 80, depuis notre 2025, plein de sagesse, non, mais parce que, d'après ce que nous avons entendu, France Quéré elle-même se défendait d'en être. Et donc, voilà, c'est un petit peu dans l'idée de ne pas parler à sa place ou de ne pas trop tirer ses propos vers ce que nous aimerions qu'elle ait dit à ces sujets-là. Mais enfin, voilà, je crois surtout que si elle ne se décrivait pas forcément comme féministe, c'était peut-être surtout lié à l'image du féminisme à son époque, et une image qui d'ailleurs n'a pas beaucoup évolué, je crois, qui fait que tant de femmes aujourd'hui encore, finalement, renoncent à se dire féministes, voire rejettent l'expression comme on le ferait d'une idéologie au fond mortifère, vous savez, dans ce rapport de force justement, où il s'agirait de croire que le féminisme, ce serait un combat contre les pauvres hommes livrés aux harpies, quelque chose dans ce genre. Alors malheureusement, aujourd'hui, on a une résurgence importante des discours masculinistes qui montre aussi combien il est délicat aujourd'hui encore d'assumer ce mot féministe, et donc je pense d'autant plus dans les années 70-80. Et effectivement, si le féminisme, c'est une idéologie, on ne peut pas affirmer que France Quéré en soit une éminente représentante. Elle serait, je pense, la première à le dire. Et puis, il y a après la question de la théologie féministe. On parlait de cette nuance-là aussi tout à l'heure à ton sujet, Elisabeth. Donc c'est vrai que notre groupe de lectrices s'intéresse plus particulièrement à ces questions de théologie féministe. Et puis, ça a été un peu un étonnement pour nous de découvrir France Quéré, parce que c'est vrai que... voilà, finalement, d'autres travaux, d'autres autrices se préoccupent beaucoup plus explicitement de théologie féministe que France Quéré n'a pu le faire. On pense par exemple à la professeure Elisabeth Schussler-Fiorenza, qui a fait donc un travail pionnier de déconstruction du patriarcat en christianisme. Puis on pense aussi à Janet Morley, qui est une autrice britannique, qui a œuvré pour le développement d'un langage inclusif, non sexiste, dans les liturgies. Donc c'est vrai que la langue fait beaucoup de choses, et c'est peut-être pas un hasard si les théologies féministes ont pris leur essor un peu plus tard en milieu francophone. En tout cas, ce qu'on a discerné dans ces articles, quelques articles qu'on a lus, malheureusement pas la totalité, mais c'est que France Quéré, sans aller jusqu'à parler de Dieu directement au féminin, emploie quand même parfois des expressions qui s'en rapprochent. Par exemple, ton amoureuse éternité. Le Dieu en qui elle croit, ou Dieu avec un E si vous préférez, eh bien, il n'est pas un Dieu de toute puissance, mais de service, justement, pour revenir sur ce mot. Donc presque, si on reprend la discussion de tout à l'heure, un Dieu qui serait de nature féminine, au fond, alors. Ce n'est pas un Dieu de domination, mais de justice. Alors, je crois que la poésie avec laquelle elle a su partager ses idées a dû en déplacer plus d'un. Et nous nous sommes retrouvés aussi dans la théologie de la croix, qui se dégage de son œuvre. Elle parle, on l'a évoqué aussi, de cette relation privilégiée entre Jésus et puis les femmes de son temps, et elle l'explique par une communauté de situations, justement parce qu'elle s'intéresse à la situation des personnes et qu'elle estime que finalement les personnes en situation de précarité se retrouvent plus évidemment, plus naturellement, si on parle de nature, touchées par l'appel de Dieu, plus enclines peut-être à y répondre. Alors, voilà, chacun sait que la loi civile et religieuse rendait la situation des femmes particulièrement précaire. Et France Quéré va aussi nous dépeindre l'homme de Nazareth comme un perpétuel vagabond, un voyageur, cet itinérant finalement, qui reconnaîtra à ces femmes qu'il a rencontrées une audace, une intelligence, une foi qui sauve en effet. Et là, France Quéré a quand même un mot très fort, elle va jusqu'à dire que ces femmes méritent la grâce. Ces femmes méritent la grâce. J'ai été un peu choquée de lire ça, à vrai dire. Mais cela se comprend justement par contraste avec les discours patriarcaux dont elle prend le contre-pied, justement parce qu'ils affirmaient de façon tout aussi péremptoire que ces femmes pécheresses avaient particulièrement besoin de la grâce du Seigneur. Alors voilà, c'est vrai qu'en relisant aujourd'hui ces écrits, il y a des choses vraiment réjouissantes dans la façon dont elle ironise, on parlait de l'ironie tout à l'heure, dont elle rétorque et dont elle argumente face aux théologies sexistes qui avaient pignon sur rue quand même en son temps et parfois encore aujourd'hui. Alors c'est vrai que la ligne de front s'est décalée depuis. On en parlait aussi ce matin sur les questions bioéthiques, médicales. Donc on ne peut pas lui faire répondre aujourd'hui à ces questions-là. Et puis elle a ces passages déroutants, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure donc sur la nature féminine. Et ça, c'est vrai que ça peut rebuter la lecture, ça peut parfois empêcher d'aller plus loin.
notamment donc, quand elle magnifie la maternité ou encore lorsqu'elle confie aux femmes cette mission d'importance de l'éducation d'enfants pour un monde meilleur. C'est une belle mission, effectivement, mais qui peut aussi être un poids écrasant, au fond. Donc voilà, aujourd'hui, on peut comprendre, en effet, qu'elle ne se soit pas reconnue dans le féminisme du MLF. Et voilà, on peut comprendre aussi que certaines féministes d'aujourd'hui puissent avoir des difficultés à reconnaître en elles un matrimoine féministe remarquable. Mais peut-être qu'il y a des choses, il y a certainement même beaucoup de choses que j'ignore sur elles et sur lesquelles je vous invite à me reprendre si besoin. Oui, mais Elisabeth, vous, en tant que... vous aussi, dans l'étude assez approfondie que vous avez fait de la théologie féministe, comment aujourd'hui vous pouvez situer France Quéré ? Je dirais que la difficulté du féminisme, ou disons dans l'opinion publique et dans ce qu'on en voit dans les médias, c'est que les courants plus nuancés sont passés rapidement sous silence. Et qu'il existait bien en France une ligne féministe de la réciprocité, de l'amitié, puisqu'elle souligne la valeur de l'amitié homme-femme, de la fraternité qui a été mentionnée déjà, et qu'elle décrit aussi sous le terme d'amitié, le service mutuel, était une ligne qui était aussi défendue par exemple, Marie-Thérèse Van Loenen-Chenu et les mouvements qui... Marie-Thérèse Van Loenen-Chenu avait, dans les années 80, d'ailleurs forgé le terme de théologie féministe intégrale. Donc c'était assez proche de la ligne de France Quéré. Et elle définissait précisément aussi cette ligne de partenariat homme-femme et de fraternité homme-femme. Et donc je pense que cette ligne-là a toujours existé, mais qu'elle est beaucoup moins apparente dans le féminisme. Alors qu'est-ce que ça nous apporte aujourd'hui ? Moi je plaide beaucoup pour qu'il y ait aussi une place pour ces mouvements qui sont souvent considérés comme n'étant pas assez radicaux et donc pas assez constructifs pour la suite. Et je pense qu'il y a deux apports importants. C'est que nous avons aussi un féminisme plutôt francophone qui n'a pas suivi la ligne américaine de partager, enfin je dis américaine, on va dire anglo-saxonne de manière générale, qui a été une tendance à partager les hommes en camps, hommes-femmes, et de voir beaucoup la difficulté entre les sexes, disons de l'avoir plus mise en évidence. Et je pense qu'on a une tradition de mixité et de réflexion sur le féminisme dans la mixité à mener, qu'elle a menée et que d'autres ont menée dans les années 80 et 90, et qui est important aussi de valoriser. Je pense à Elisabeth Badinter, qui a fait quand même une réflexion sur le genre bien avant qu'on parle du genre, avec sa publication sur l'amour maternel, où elle dément qu'il y ait une sorte d'amour maternel, on va dire, génétique, voilà, essentiel aux femmes. Et de même qu'elle écrit XY, où elle démontre que le sexe fort n'est pas le sexe masculin, puisque génétiquement, c'est XX qui est primordial. Donc Elisabeth Badinter, c'est les mêmes années, 1980 et 89 pour ces deux ouvrages. Et c'est aussi une ligne qui valorise la mixité. Elle a aussi écrit plusieurs ouvrages, Elisabeth Badinter, où elle va dans ce sens. Et je pense que là, pour aujourd'hui, il y aurait quand même une discussion à mener positivement sur l'apport de ces postures, notamment au regard de ce qu'on a déjà évoqué, de la fragilité du masculin aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup d'incertitudes aujourd'hui, beaucoup plus d'incertitudes sur les modèles du masculin, puis cette virilisation et cette question de l'honneur et de la... C'est plutôt là que je vois ce genre de réflexion, de valorisation des deux comme important. Alors c'est peut-être... par où je vais prendre ça. J'ai annoncé tout de suite mon incompétence en théologie féministe, donc je le redis, et du coup ça va me permettre de dire cette aberration sans doute à vos yeux, mais je dirais que quand on m'a appelé à m'intéresser un peu davantage et plus sérieusement donc aux travaux de France Quéré, je dirais qu'au fond, moi, c'est pas tant son féminisme qui m'a intéressée et qui m'a impressionnée que sa manière d'être femme. Et pour moi, c'est différent.
Et en tout cas, ça, je le reçois comme un véritable cadeau. C'est-à-dire que je n'ai pas les compétences pour dire dans quelle case on va caser son féminisme. Parce qu'à partir du moment où une femme prend la parole et parle des femmes, tout d'un coup, il faut qu'on la repère sur une cartographie du féminisme. Bon, et ça, voilà, en tout cas, c'est pas ma ligne c'est pas mon champ de recherche. En revanche, je mesure et je pense qu'on en a tous fait l'expérience à quel point on a besoin de figures féminines, mais tout simplement comme modèle. Et l'époque où France Quéré a pris la parole, s'est déplacée partout. La femme qu'elle a été, l'attention qu'elle a portée aux autres, le nombre de conférences, le foisonnement de ses écrits, la simplicité de son langage avec une poésie incroyable, le sens des formules, il y a un souffle dans son écriture qui est absolument... Enfin, j'en lis des théologiens, tout le monde n'écrit pas de la théologie avec ce souffle pareil, il y a un véritable style. Ça, ce sont des choses qui, au moment où elle les a faites, étaient absolument époustouflantes. Enfin, il n'y a pas beaucoup de noms de femmes qui restent à ce moment-là. Et ça, pour moi, c'est plus... Enfin, je ne dis pas que c'est moins intéressant, mais moi, je suis plus intéressée, plus reconnaissante, encore une fois, du féminin qu'elle a incarné. Et quand je lis ces textes, notamment, alors moi je me suis plus intéressée à ce qu'elle a écrit en exégèse ou ce qu'elle a écrit sur les femmes de l'Évangile. Quand je lis ça, je me dis ça, il n'y avait qu'une femme pour écrire ça. Ça, c'est sûr. Il n'y avait qu'une femme pour repérer dans les textes bibliques ce souffle-là et cette puissance-là au moment où elle l'a écrit et dit. Et vraiment, je vous mets au défi de trouver des conférenciers masculins qui, au même moment, avaient une telle lecture des textes bibliques. C'est une exégèse tout à fait particulière, avec un souffle. D'ailleurs, elle m'a même fait rire parce qu'elle parle... Alors, à l'heure actuelle, c'est donc, elle parle des facultés de théologie dans dans une conférence qui date de 1975. Elle parle des facultés de théologie qui sont au bord de la fermeture, il n'y a plus d'étudiants, c'est une catastrophe. Voilà, ça fait toujours rire de lire ça 50 ans après. Mais elle dit, mais pas du tout, voilà, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Enfin, vous voyez ce que il y a un rapport au réel, encore une fois, je reprends cette expression qui a été utilisée ce matin, qui pour moi a permis de construire encore une fois un modèle du féminin dont on est encore au bénéfice. Il faut, et j'arrêterai juste là après, on pourra parler des textes si vous voulez, mais je voudrais juste rajouter une chose, c'est que je ne sais pas si on mesure, mais peut-être c'est moi qui ne cesse d'être épatée par ça, à quel point le monde dans lequel elle a évolué était un monde masculin. Le monde de la théologie est un monde masculin. Là, franchement, je peux même en témoigner. C'est archi masculin. Donc, faire ce qu'elle a fait, voilà, encore une fois, on a besoin de ce genre de figure. Alors, finalement, je vais vous laisser la parole. Juste en lien avec ça, je ne peux pas résister à vous lire un petit passage, si vous êtes d'accord, pour un petit peu se représenter aussi le monde dans lequel elle vivait. C'est Grégoire de Nazianze, vous savez, qui écrit, qui réflexion de Grégoire de Nazianze sur la parure féminine. Je trouve que c'est assez exquis. Donc elle commence juste comme ça en disant, voilà, Nazianze vient ajouter sa pierre à l'édifice déjà bien ancien et pourtant jamais achevé de la critique des femmes. Une longue et double tradition existe où il peut puiser les moralistes païens d'une part, Xénophon, Plutarque, Juvénal, Martial, la première prédication chrétienne de l'autre, Saint Paul, Clément d'Alexandrie, les constitutions apostoliques, 3 petits points. Cette double tradition n'impose aux théologiens aucun travail de synthèse. Sur la question des parures, elle est, dans ses impératifs moraux, sinon dans ses critères, extrêmement homogène. On peut brièvement dire que les moralistes de l'Antiquité, tant païenne que chrétienne, se sont élevés contre la coquetterie parce qu'elle leur semblait constituer une triple offense à la philosophie, à la morale et à l'esthétique. Elle choque en effet la raison dans la mesure où elle est une tromperie. La morale, dans celle où elle est source de désordre domestique et public. La beauté, enfin, parce que ses résultats sont finalement peu heureux et qu'elle ne parvient qu'à enlaidir. Alors, c'est une femme qui s'intéresse au père de l'Église donc, et qui a quand même pris soin de traduire les réflexions de Grégoire de Nazianze donc, sur la parure féminine. Et là, c'est qu'un petit extrait, un petit résumé, mais je vous invite vraiment à lire ce bref article, c'est délicieux. Enfin, c'est délicieux parce qu'on espère bien pouvoir prendre le contre-pied de tout ça aujourd'hui. Oui, alors plutôt que resituer France Quéré dans le féminisme d'aujourd'hui, est-ce que l'appel de France Quéré ne serait pas un appel à ce que des théologiens hommes puissent défendre une masculinité
qui laisserait sa part à cette richesse de la rencontre avec l'altérité et de cette volonté de fraternité comme elle l'a fait. En tout cas, c'est ce que ONU Femmes fait en ce moment même. Hein. Il y a une tribune qui vient d'être signée pour aussi appeler les hommes à prendre leur part dans ces combats qui demeurent. Alors, France Quéré l'aurait peut-être pas exprimé en termes de combat, mais voilà, c'est effectivement une démarche très actuelle aussi dans le féminisme d'aujourd'hui. Je dirais que du point de vue de la réalité, les jeunes générations ont déjà fait beaucoup de pas. Je vois les générations de mes enfants, les garçons, je vois déjà les résultats de l'éducation qui sont très positifs dans le partage des tâches, dans l'engagement pour la famille, ce qui ne simplifie pas la vie, c'est sûr que ça génère de nouvelles contraintes, mais je crois que l'enjeu est pour la théologie aussi. C'est un enjeu de reconsidérer au fond tout ce que nous pouvons faire évoluer avec un véritable engagement. Je pense que le souci de France Quéré, c'est toujours l'engagement avec une qualité, que ce soit depuis l'écriture jusqu'à la manière de vivre et les choix qu'elle a faits. Je pense qu'il y a ce souci d'engagement. Et ça, je pense que ce serait extrêmement positif d'avoir dans la théologie et puis dans la vie ecclésiale une qualité d'engagement qui entraîne les hommes et qui soit dans la mutualité. Ça, c'est évidemment un idéal. Alors nous disons une foi vive et une pensée libre. Céline, vous avez proposé de travailler 2 textes de France Quéré qui nous décalent un peu par rapport à son féminisme, mais qui nous permet de relire aussi le féminin sous le thème de l'engagement, d'une certaine façon, et l'engagement de foi en particulier. Je vous laisse la parole peut-être pour nous présenter votre lecture. Merci beaucoup. Alors, il fallait un peu déterminer le corpus, et comme France Quéré est passée à la faculté de Montpellier dans laquelle je travaille, je me suis intéressée à 2 textes, les 2 seuls textes que la revue de l'Institut protestant de théologie qui s'intitule Études théologiques et religieuses a publiés d'elle. Déjà, ça dit quelque chose aussi qu'on n'en trouve que 2. Bon. Ça, c'est pour et puis alors, les 2 choses que je note, je vais revenir à ces 2 textes. Les 2 choses que je note, ce sont des textes de conférences, de production orale qu'elle a données, et donc c'est dire aussi, sont dans des lieux complètement différents. Puis il y en a un, ça m'a fait rire, parce que c'était une conférence qui ouvrait un synode régional de l'Église protestante, à l'époque, qui n'était pas l'Église encore protestante unie de France, et c'était encore l'époque où les synodes régionaux organisaient des grandes conférences, vous voyez, où on invitait les grands théologiens. Et donc, dans ce texte-là, dans ce premier article notamment, qui m'a beaucoup impressionnée, qui s'appelle « La transmission de l'Évangile ». Il faut absolument le lire si vous ne l'avez pas encore fait. Il est accessible en ligne. C'est là où je disais, il n'y a qu'une femme pour avoir écrit ça. C'est-à-dire qu'il y a un souffle, elle part en quête de cette transmission de l'Évangile où tout le monde pleure en disant c'est fini, les églises peuvent fermer demain, il n'y a plus de jeunes, enfin bon, exactement le discours que tout le monde entend aujourd'hui. Exactement la même chose, elle part de là, et il y a 3 choses qui m'ont beaucoup impressionnée pour cette grande intellectuelle qu'elle était. C'était d'abord à chaque fois de partir de l'expérience de Dieu par le Christ. C'était très expérientiel. Elle a ce mot d'émerveillement. Et elle dit le soin à apporter à cet émerveillement-là, à cette expérience, non pas ce ressenti, mais précisément cette expérience. Et elle, tout de suite, elle articule ça avec la théologie en disant qu'au fond, j'ai l'impression qu'elle se méfiait en fait de ça. Elle disait que la théologie, c'est pas ses mots, mais c'est comme ça que je le traduis moi, était un possible étouffoir de cet émerveillement. Donc il y a tout de suite cette attention à garder vivant ce qu'il est et à respecter ce vivant, y compris évidemment dans cette expérience de la transcendance, dans cette expérience de Dieu. Voilà, ce mot émerveillement et encore une fois, ne pas se précipiter dans les systèmes, on l'a déjà dit auparavant, dans ces systèmes qui tout de suite vont refabriquer du système avec cet émerveillement qui va finir par mourir. Et donc,
ce regard porté sur cette expérience fragile, innommable, qui échappe, etc., encore une fois par cette mémoire. On a rappelé tout à l'heure en introduction ce matin qu'elle avait travaillé, si je ne dis pas de bêtises, sur le théâtre de Sénèque. Moi, je serais assez partante pour faire ce lien, parce qu'avoir ce souci-là du théâtre, et le théâtre, c'est jamais que l'expérience d'une parole dans des corps. Donc avoir cette attention, ce souci, notamment, et puis d'y aller par la littérature et par Sénèque, c'est un choix. Voilà, mais cette attention portée à l'expérience de la parole dans le corps me semble pas sans lien. Alors j'ai jamais lu son travail sur le théâtre de Sénèque, mais je serais curieuse de voir comment elle pouvait aborder cette question-là. Puis du coup, avec tout un travail sur la défense de la production artistique comme un langage d'expression, etc., où d'ailleurs elle dit que la réforme a fait beaucoup de mal en évinçant l'expression artistique et en se méfiant des artistes. Au fond, elle y revient. Et là, je crois, au fond, qu'elle fait de la bonne théologie. C'est que c'est d'abord un geste, justement, artistique, au fond. Donc, ce qu'elle dit de l'émerveillement, ce qu'elle dit aussi alors, c'est là où ça pourrait se discuter aujourd'hui dans notre contexte, ce qu'elle dit aussi de la discipline m'a beaucoup impressionnée. Elle dit, je la cite, l'homme ne peut pas croître spirituellement sans effort et s'efforcer sans nécessité. Et puis un peu plus loin, avec ce sens des formules qu'elle a, on ne va pas à l'église parce qu'on croit, on croit parce qu'on y va. On ne va pas à l'église parce qu'on croit, on croit parce qu'on y va. Donc ce souci du rite, du geste et de la discipline, du langage, ça, je me demandais si, au fond, on pourrait... Je vois bien dans le contexte où elle était, on est après 68, etc., je vois bien cette réaction à tout ça. Et je me disais qu'aujourd'hui, dans un contexte beaucoup plus marqué par des tendances, je dirais, comment je vais dire ça bien, traditionnalistes, rigides, où on revient à des comportements qui sont beaucoup plus radicalisés, beaucoup plus identitaires. Je me demande si au fond elle n'aurait pas eu à dire presque l'inverse de ce qu'elle écrivait, voilà. Mais parce que le contexte n'est plus le même, et puis voilà, il ne s'agit pas de la faire parler, il s'agit juste de dire qu'elle a pointé quelque chose qui me semble être très en lien avec son contexte, y compris son contexte politique, et qui aujourd'hui serait à mon avis à interroger différemment. Voilà. Et puis simplement une dernière chose peut-être que je voudrais pointer, puis qu'on peut débattre aussi, cette question des facultés de théologie, j'y reviens parce que ça m'a vraiment frappée. Elle part du constat qu'elle entend partout dans les églises que les facultés de théologie accueillent moins d'étudiants. Alors, je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais chez nous, on peut dire que c'est quand même un petit peu la réalité. Voilà, on ne se précipite pas en général pour s'inscrire à des études de théologie, de moins en moins. C'est bien dommage. Elle part de ça, mais elle dit, elle retourne la chose positivement. Elle dit qu'avant, ils étaient très nombreux, mais ils pensaient tous la même chose. C'était absolument univoque et qu'il n'y avait qu'une seule façon d'être chrétien et que c'était dramatique. Et qu'aujourd'hui, il faut se réjouir parce qu'ils sont peu, mais c'est extrêmement varié et foisonnant. Alors, je me disais, ça, je ne sais pas si elle avait le don de l'optimisme ou de la relecture, mais je me dis, ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on entende parce que... Alors, peut-être que le danger aujourd'hui, c'est d'être peu et univoque. Ça serait encore à débattre. Mais du coup, ça rejoint ce qu'on a dit ce matin, je crois, et puis aussi ce qu'elle a dit sur l'émerveillement, c'est-à-dire ce souci constant de la diversité, de cette pluralité d'expression de la foi. On ne peut pas dire pour l'autre son expérience de la transcendance, qu'on ne peut pas nommer à la place de l'autre la chose qui l'habite ou qui le porte. Ça me fait penser aussi, parce que ça, je pense que ça vient vraiment de sa lecture des textes bibliques, ça fait le lien avec ce que Anne-Cathy Grabert disait aussi ce matin sur l'importance de la diversité dans le canon, de ces textes pluriels. Et ça, je crois que dans sa formation, dans sa manière de lire les textes, dans sa manière de pratiquer les textes bibliques, elle a pleinement intégré que la diversité biblique, c'est une diversité qui a été canonisée. Voilà. On ne peut pas toucher à cette diversité parce que tout simplement, c'est la définition même du canon. Et ça, je crois qu'elle en est pleinement imprégnée. Et voilà, moi, en tout cas, bon, bref, voilà. Ça, c'est les 3 points qui m'ont particulièrement marqué dans son texte. C'est extrêmement créatif, vraiment. Est-ce que vous voulez réagir l'une ou l'autre ? Et peut-être juste, attends, excuse-moi, avant que tu réagisses, je rajoute une chose. Dans un autre texte que la revue Études théologiques et religieuses a eu la chance de publier,
Elle parle de l'espérance, etc. C'est très pédagogique, voilà, c'est très, très clair. Elle insiste sur, ça je crois que voilà, ça on peut s'y appuyer fortement. Elle insiste sur cette nécessité dans ce monde moderne dont elle craignait tout le temps la démonstration de puissance, de force par la science, cette mainmise, etc., dont les précédents interlocuteurs ont déjà parlé. Elle parlait de cette nécessité de reparler de la transcendance. Voilà. Avoir ce courage de redire et de renommer, de désigner cette conviction de la transcendance dans l'immanence. Et c'est quelque chose que j'aimerais profondément que le monde des théologiens entende aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut très bien être théologien. Et ça ils ne sont pas si nombreux que ça à ce moment-là. C'est une grande théologienne qui a pu vraiment... Une femme de foi et une femme de raison. Avoir ce courage de renommer la transcendance quand on est théologien sans faire la démonstration d'un scientifisme mal placé, mal positionné, ça relevait pour moi, à son époque, d'un grand courage. On va arriver bientôt à la fin de notre échange. Donc, si vous avez une dernière réaction... J'aimerais juste revenir sur cette idée de théologie féminine. À la fois, j'aime beaucoup cette idée que oui, on a besoin de modèles de femmes, de grandes dames, comme on a besoin de modèles de grands hommes. Et à la fois, alors oui, bien sûr, on n'est pas obligé de lui trouver une place dans la diversité des féminismes d'aujourd'hui et d'hier, mais alors c'est peut-être mon désir à moi, mais j'ai quand même envie de lui attribuer un certain féminisme à France Quéré. Je crois aussi que dire que c'est une théologie féminine, finalement, ça ferait droit peut-être à l'idée à laquelle je peux le moins souscrire dans ce qu'elle défend, justement, de cette nature féminine. Donc il y aurait une nature féminine, justement, qui ferait que, voilà, il y a une façon qu'ont les femmes de faire de la théologie, une autre façon qu'auraient les hommes. Alors non, je ne prétends pas du tout que ce soit ça que tu as dit, mais je trouve il pourrait y avoir, malentendu, en voulant, disons, voilà, se débarrasser du terme féminisme, qui est un peu encombrant, je dois vous l'avouer, et voilà, et le remplacer par du féminin, parce que ça semble plus, voilà, effectivement, plus directement accessible, et en tout cas peut-être aussi plus proche de la façon dont elle-même l'exprimait, c'est vrai. Mais voilà, je crois que il y a quand même quelque chose vraiment de féministe dans sa pensée, et qu'effectivement, c'est un petit peu comme tu le soulignais, Elisabeth, le féminisme ne se réduit pas forcément à la superficie, disons, de ce qu'on peut voir apparaître dans les journaux, à ce qui va être de l'ordre des mouvements les plus radicaux. Et justement, dans sa façon exceptionnelle d'avoir été une grande théologienne, je crois qu'elle est aussi féministe dans cette manière d'être là, en l'ayant aussi incarnée, en ayant été cette femme engagée. C'est un point de vue. Oui, n'oublions pas le qualificatif qu'elle met pour un féminisme total. Donc c'est quand même... voilà, il y a quand même quelque chose de très exigeant et de très particulier dans ce qu'elle demande. Et moi, ce que je salue, après avoir entendu Céline aussi, ça m'a effectivement rappelé ces textes que j'ai lus il y a fort longtemps. Et je souligne aussi cet appel à la spiritualité, à une spiritualité profonde dont nous avons besoin aujourd'hui, servie par une magnifique écriture et par une intensité qui est celle de la personne, qui est celle de son engagement. C'est ce que j'aimerais appeler une générosité, en fait, une profonde générosité dans tous les points de vue, dans la famille certainement, mais aussi pour l'Église, sans les systèmes, et aussi pour son engagement en tant que personne. Donc c'est ça qui me paraît très très important. Céline, est-ce que vous voulez rajouter le mot de la fin? Ou pas? Du coup, non. Ça ne sera pas le mot de la fin, mais je voudrais juste quand même préciser qu'il n'y ait pas de malentendu. Je n'ai pas parlé de théologie féminine. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui ne peut pas sortir de ma bouche. En revanche, avant de parler de féminisme, moi, j'aimerais déjà, mais c'est peut-être ça le drame, qu'on parle de femmes qui font de la théologie. Si déjà on pouvait acter ça, ce serait une grande chose. Et là, je crois que vraiment, France Quéré est une femme qui a fait de la théologie, que ça c'est acquis, et que ça a été vraiment une voie ouverte qui a libéré, qui a permis énormément de choses. Après, qu'elle déploie une théologie féministe, ça, je n'ai pas les compétences pour le dire. Moi, je suis déjà très reconnaissante qu'il y ait des femmes qui ont fait de la théologie. Merci beaucoup pour vos apports chacune.
Merci pour cette discussion riche sur un sujet qui n'est pas facile. Et vraiment, on est très, très heureux d'avoir écouté cet échange. On vous propose dans le quart d'heure qui suit avant la pause de vous retourner comme tout à l'heure en micro-échange entre vous pour voir comment fait écho cette réflexion que vous avez entendue entre vous. Et vous y consacrez le temps que vous souhaitez, en 10 minutes, un quart d'heure ou moins si vous souhaitez. Après, vous avez un temps de pause jusqu'à 16h30. Vous aurez un café qui vous attend de l'autre côté, avec toujours la bibliothèque, enfin la librairie qui sera là. Et nous reprenons après vos échanges et le temps de pause à 16h30. Merci.